Chelsea fait aujourd'hui partie intégrante du paysage football anglais, européen et mondial, cela n'a pas toujours été le cas, notamment au tout début du football de notre enfance. Dans le podcast du jour, les libéraux vous proposent de vous plonger aux origines de ce club londonien et bleu, juste avant l'arrivée des milliards russes. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Tate. Salut à tous. Raphaël. Bonsoir à tous. Et toujours Geoffrey Pointlane. Salut à tous. Geoffrey, merci encore d'être avec nous pour ce deuxième numéro. Les plus fidèles auditeurs des libéraux t'ont déjà écouté sur un précédent podcast qui date de 96. Donc on va commencer notre podcast à partir de 96, les débuts du grand Chelsea, entre guillemets. Mais juste avant peut-être de nous lancer, je voudrais te poser une question, Geoffrey. C'est quoi le statut de Chelsea au début des années 90 ? Eh ben, au début des années 90, déjà, c'est une équipe qui revient déjà dans l'élite. Elle avait été reléguée à la fin des années 80, et puis elle revient tout juste. Elle enchaîne, on va dire, les exercices quand même aussi très 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 moyens. Ça fait des 11e places, des 14e places, etc. Ça a fait une finale de FA Cup contre Manchester United en 94, mais après rien de transcendant. Aussi une demi-finale de Coupe des Coupes en 95. Mais oui, non, c'est clairement le Chelsea, on va dire, de la fin des années 70 à la grande période. Et c'est aussi surtout le Chelsea de Ken Bates, le sulfureux président et chairman de Chelsea, qui est à la tête de ce club depuis 1982. Et finalement, il y a eu un tournant à partir de 95-96. Il a commencé un petit peu à s'envoler pour être de nouveau un club qui compte, en tout cas en Première Ligue et en Angleterre, et à se montrer sur la scène européenne jusqu'à 2003-2004. Alors, le dernier titre de Chelsea date de 1955. Tu parlais de l'âge d'or, entre guillemets, des années 70 où ils avaient réussi à finir troisième, mais surtout à gagner la Coupe d'Angleterre. Et puis, ils avaient aussi gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe en 71. Raphaël, tu es celui dans l'équipe qui apprécie le plus Chelsea. 95, 96, 97, tu ne connaissais pas ce club. Bah bon, déjà, j'avais pas vraiment l'âge. En 95, j'avais 2 ans. Mais donc, tu connaissais pas ce club. Ouais, je connaissais pas, mais bon, je connaissais pas grand-chose dans le football à cet âge. Mais bon, c'est vrai que le grand public. Ça va pas changer aujourd'hui, d'ailleurs. Oh. Il commence. Non, mais c'est vrai que les gens d'une génération antérieure connaissaient du moins beaucoup moins ce club jusqu'à l'arrivée de Ruud Gullit en provenance d'Italie avec Mark Hughes et Dan Petrescu. À chaque fois, j'ai du mal avec ce nom. Petrescu, voilà. Mais c'est vrai que ce club d'année en année va voir son blason se redorer d'année en année. On verra par la suite pourquoi. Mais c'est vraiment intéressant parce que entre 95 et 2003, il y aura beaucoup de grands joueurs européens, enfin internationaux européens, qui seront légendes dans ce club et c'est vraiment intéressant parce que beaucoup pensent que on va dire le côté clinquant de Chelsea est arrivé en même temps que Abramovich, mais avant ça, il y a eu quand même quelques belles pages de leur histoire. Déjà, commençons avec le commencement. Tate, Chelsea entre dans une nouvelle ère concrètement dès que Ruud Gullit signe en tant que joueur dans ce club-là à l'été 95. Exactement. Et en plus, ça coïncide à la même période où Leeds aussi investit dans le marché des transferts. Et c'est la même période où Chelsea aussi se décide, où Ken Bates, comme a dit dans Cantar Cotter, décide d'investir sur le marché des transferts. Et à l'arrivée de Ruud Gullit, il arrive en plus en tant que joueur-entraîneur. Il remplace Glenn Hoddle et en plus, il fait une tactique pour lui en défense centrale, défense à 3. C'est extraordinaire. Avec un salaire extraordinaire. C'est folklorique. Alors, on va faire beaucoup de folklore dans ce podcast-là, mais juste avant, c'est vrai que Geoffrey, 95, c'est aussi une période particulière dans le football anglais où il y a les étrangers qui arrivent de plus en plus. C'est la période où Ginola arrive, Bergkamp arrive et du coup Ruud Gullit aussi. Oui, et puis c'est aussi surtout facilité aussi par l'arrêt Bosman de décembre 95 aussi. C'est à partir de là
où tout un petit peu après a flambé, en tout cas déjà au niveau des prix aussi des transferts, qu'on n'avait pas vu ça, au niveau des salaires aussi injectés au niveau des joueurs. Et puis oui, ce nombre d'étrangers qui arrive complètement. Quand on compare le championnat d'Angleterre entre 90 et 95, évidemment il y en avait, et puis surtout des Européens, mais entre 95 et 2000, ça a complètement explosé. Et bon, on est complètement dans la logique de la Première Ligue un petit peu d'aujourd'hui, même si aujourd'hui encore on est encore dans une autre dimension, mais c'est complètement les prémices à ça, et l'arrivée de Ruud Gullit, en tout cas oui, a complètement, on va dire, changé ce Chelsea, et l'a fait changer un petit peu de dimension, je sais pas, parce qu'il y a eu toujours un peu de difficulté, mais en tout cas l'a mis dans une autre sphère, ouais. Mais puis aussi, je veux juste rajouter une petite chose, il y a eu aussi la création de la Première Ligue, tout simplement, quelques années plus tôt, avec l'arrivée également de cet Areb Osman, et aussi le contre-coup des années post-Ezel, où le football anglais avait pris un gros coup fin des années 80. Je pense que tout ça mis de bout à bout a aussi contribué à cette arrivée massive de joueurs étrangers. Ça se voit d'ailleurs dès l'été 96, où Gianluca Valli, Di Matteo, Franck Leboeuf, Zola, évidemment, dont on va beaucoup parler, Célestine Babayaro, arrivent au club. 96, où Glenn Hoddle va devenir le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, et du coup, Ruud Gullit devient joueur-entraîneur, c'est incroyable. Et du côté de Chelsea, là aussi on est dans le folklore, c'est le deuxième joueur-entraîneur d'affilée, parce que Glenn Hoddle l'était aussi. Exactement, il reprend les mêmes fonctions que Glenn Hoddle, avec, comme disent certains clubs, avec beaucoup moins de rigueur. Beaucoup moins de rigueur, c'est ce que Leboeuf a dit lors de l'émission le vestiaire, avec beaucoup moins de rigueur. Et comme je l'ai dit précédemment, il fait une tactique pour lui, en défense centrale, défense à 3. Bon, ça se passe bien parce que les résultats quand même sont... Il se met pas toujours titulaire, t'es dur quand même. Il se met pas toujours titulaire, mais les résultats en championnat ne sont pas bons, mais en coupe, il arrive à gagner une FA Cup dès la première année contre Mboro. Et Mboro, à l'époque, il y a Juninho, pas Pernambucano, mais Paulista. Et il y a Ravanelli, c'est une belle équipe, ils gagnent 2-0. Et il y a quand même des résultats dès la première année. Alors justement, tu parlais de 6e place, Geoffrey, c'est la meilleure place de Chelsea depuis très longtemps. Et en plus, avec ça, la FA Cup 97, finalement, joueur-entraîneur avec Gullit, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ça a l'air de bien fonctionner. C'est vrai qu'en championnat c'est un petit peu compliqué, mais cette place décrochée c'est quand même pas mal. Il faut aussi rappeler que ça y est, Gianfranco Zola commence aussi à prendre son envol. Il avait été élu joueur FWA de l'année, donc voté par les journalistes, donc absolument merveilleux pour lui déjà en arrivée en Première Ligue. C'est Mark Hughes qui avait été joueur de l'année au niveau des supporters, enfin en tout cas voté par les supporters de Chelsea. Mais on voit aussi un tournant dans le sens où Ruud Gullit aussi fait beaucoup jouer des joueurs aussi issus de l'académie, comme Eddie Newton, comme Michael Jabouille, comme Jody Morris qui est maintenant l'adjoint de Frank Lampard, comme Andy Myers. Donc oui, en fait finalement le mélange de joueurs confirmés comme Hughes et puis ces petits joueurs là, en fait finalement ça fonctionne bien, surtout évidemment en coupe, mais même en championnat, cette 6e place elle est quand même pas usurpée. Alors, en plus, tu parlais de Zola et même Di Matteo, ils viennent déjà pour beaucoup d'argent. À eux deux, c'est à peu près 10 millions de livres. Donc, c'est quand même, ça devient sérieux, cette histoire. Alors, l'AT 97 aussi, il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver, notamment Ed de Gou, Gus Poyet, Torre André Flo, Le Sceau aussi, c'est des joueurs qui vont être importants dans la carrière dans l'histoire de Chelsea, Tate. Ouais, ils vont être très, très importants. Le Sceau qui était à Chelsea 4 ans avant, et qui revient pour 5 millions de livres. Bon, il a fait un petit peu une Anelka à l'époque. Et De Gauge, quand j'ai Anelka, c'est-à-dire vendre un joueur à moindre prix et le racheter au prix fort à l'époque. Oui, il y a Torre André Flo qui sera décisif en Ligue des Champions en 2000. Et oui, on a un recrutement qui est assez cohérent. Et ils vont chercher une Coupe d'Europe à la fin de l'année. Et on a aussi l'émergence de John Terry. Ah oui, petit à petit, on parlera de John Terry peut-être plutôt sous l'ère Ranieri, au cours de ce podcast où il y aura cette transition entre une jeunesse qui va prendre Chelsea entre ses pieds. On en reparlera un peu plus tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi avec cette saison, Raphaël, c'est que ça se passe plutôt bien encore une fois. Jusqu'en février, le club est deuxième. Et en fait, à cause, j'imagine, à cause des prétentions salariales de Ruud Gullit, en plus des problèmes personnels qu'il pouvait avoir avec ses joueurs, eh bien, il est remercié.
Ouais, il est remercié. Et puis, faut aussi parler des tensions qu'il y avait entre Ruud Gullit et certains joueurs comme Vialli. Deux caractères Deux sacrés caractères. Deux sacrés caractères sur le terrain, c'était des exemples, mais en termes de gestion de comportement, management, esprit d'équipe, c'était pas trop ça. Et forcément, on verra cet incident. Et comme un symbole, ce sera Vialli qui remplacera par la suite notre cher Gullit. Mais voilà, ça n'empêche pas cette équipe de progresser jusqu'à cette Coupe d'Europe 98 en finale avec cette victoire finale, si tu peux me permettre d'en parler, parce que c'est quand même un avènement avec cette victoire 1-0 à Stockholm et le but de Zola. Donc ça, c'est vraiment un magnifique but, il rentre, il marque, une frappe puissante sous la barre. Et très franchement, c'est mon premier souvenir, moi, à titre personnel de Chelsea, c'est cette finale, ce but et ce joueur emblématique, le numéro 25, qui a été retiré depuis. Et voilà, ça change de l'image qu'a eu Gullit en arrivant, par exemple, dans cet esprit nouveau club un peu pionnier. Et 3 ans plus tard, pardon, on voit déjà des grands succès, une régularité aussi en termes de résultats nationaux et aussi européens. Alors, on va revenir sur cette finale de Coupe européenne. Il faut ajouter qu'il gagne la League Cup aussi, mais juste une petite parenthèse un peu drôle, mais c'est quoi cette lubie, Geoffrey, d'avoir 3 entraîneurs-joueurs d'affilée? Je n'en sais rien, enfin là, vu la je ne saurais même pas s'il pourra répondre, etc. Mais oui, c'est quand même fou. Après, c'est vrai que bon, évidemment, à chaque fois, comme tout entraîneur-joueur, évidemment, il commence à se mettre dans l'équipe et après, petit à petit, il s'enlève. Après, pour être pleinement... Exactement, et puis c'est ce qui s'est passé aussi avec Glenn Hoddle, où à la fin de la saison 95 aussi, il avait arrêté pour être pleinement, on va dire, en charge de Chelsea. Mais je sais pas ce qui s'était passé à ce moment-là. Je n'ai pas d'explication, on va dire, rationnelle. Peut-être aussi une forme de facilité pour Kane Bates aussi, où le club a beaucoup aussi dépensé au niveau du marché des transferts, et que oui, c'était beaucoup plus simple pour lui de faire appel à des joueurs d'expérience dans ce rôle-là. Évidemment, un rôle qu'on ne voit quasi plus, ou en tout cas que dans les divisions, on va dire, inférieures. Mais ouais, non, c'était une lubie assez... ça avait fait d'ailleurs beaucoup parler en Angleterre à l'époque, et ouais, ça fait un petit peu partie de cette légende et ce mythe de Chelsea entre 95 et 2000. Il n'y a pas d'explication finalement rationnelle, ou non, alors pas vraiment. Donc voilà. Mais bon. Mais ce qui se passe avec Vialli... Ouais, vas-y. Non, ce qui se passe avec Vialli, justement, donc c'est que quasiment en 2 mois, 3 mois, il va gagner 2 trophées. 2 trophées, et puis ça lui, au niveau de la Coupe des Coupes, ça lui permet d'être le plus jeune entraîneur à remporter une Coupe d'Europe, où il sera dépassé plus tard par André Villas-Boas avec Porto en 2011. Mais en tout cas, voilà, ça lui permet ça. Ça lui permet aussi d'être devenu le premier Italien à entraîner en Première Ligue. Donc ouais, il y a eu des résultats un petit peu, on va dire, en dents de scie, en tout cas, surtout à la deuxième partie de la saison, où il y a quand même 10 défaites lors des 6 derniers mois, donc 4 de suite de février à début mars, où ça a quand même plombé un petit peu la saison en championnat. Mais en tout cas, oui, en coupe, le club s'est formidablement redressé, et puis ça permet aussi d'avoir un match de légende de FA Cup aussi entre Chelsea et Manchester United, même s'il y a eu la défaite au bout. Mais oui, il a réussi finalement à prendre l'équipe un petit peu par le bon bout, ouais. Cette victoire, Tate, comment t'arrives à la lire, notamment cette victoire en européenne? Est-ce que c'est aussi parce que Zola est de plus en plus fort? Zola est un peu, la deuxième année, il est encore meilleur que la première, mais les joueurs disaient aussi que il a un peu professionnalisé les entraînements, parce qu'avec Ruud Gullit, c'était un petit peu l'autogestion, et c'était un petit peu, les joueurs faisaient entre guillemets un peu ce qu'ils voulaient, entre guillemets. Il y a même des joueurs qui le traitaient d'imposteur, carrément. En part derrière par rapport à Ruud Gullit. Gravelaine l'a traité d'imposteur. Guy Varch aussi. Et, je parlais de Guy Varch, pardon. Guy Varch l'a traité d'imposteur. Et Vialli qui était avec les joueurs à l'époque quand on était joueur. Et dès qu'il devient entraîneur, là il serre la vis. Et d'ailleurs, au niveau relationnel, ça se passe pas très bien avec certains joueurs, dont Franck Leboeuf. Oui, on parlera tout à l'heure pourquoi ça se passe bien. Et Denis Wise aussi. Alors, justement, la saison 98-99 qui commence, le club continue de progresser. Entre la victoire en Supercoupe contre le Real Madrid et l'arrivée de Marcel Desailly, Raphaël, là on change de dimension. Voilà, clairement, Chelsea impacte pas seulement au niveau national, mais vraiment européen, parce que quand tu enchaînes une Coupe de l'UEFA,
battre le Real Madrid à Louis II 1-0 sur Coupe des Coupes. Pourquoi j'ai Coupe des Coupes, autant pour moi. Battre le Real Madrid dans la Super Coupe d'Europe avec un but de Gustavo Poyet et voir un Gianfranco Zola de plus en plus fort, de prendre une place de plus en plus grande. Et évidemment, l'arrivée de Marcel Desailly qui vient d'être champion du monde. Il s'ajoute à cela avec Le Boeuf également. Il y a une French touch à ce moment-là. Il y a aussi une chanson qui est érigée en son nom, The Best Defender in the World and He's All Holes. et bon, on voit une vraie Desailly mania parce qu'il avait aussi une aura et un aspect assez marketing. Il passait bien à la télé, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que cette année-là, Chelsea prend une vraie ampleur et ça en témoigne aussi sur l'équipe parce que plus les années passent et plus on va avoir une équipe cosmopolite. Quand j'entends cosmopolite, c'est des joueurs étrangers à la Grande-Bretagne, jusqu'à ce que en fin 99, le club s'internationalise au point d'avoir une équipe 100% non britannique alignée sur un match pour la première fois de l'histoire de la Première Ligue. Donc ça montre vraiment que le club prend une autre dimension et une dimension internationale qualitative, en tout cas sur le terrain. Alors moi j'aimerais juste vous renvoyer un petit peu à vos souvenirs, notamment les tiens Geoffrey, mais quand Marcel Desailly signe en 98 à Chelsea, comment on lit ce transfert? Est-ce qu'on se dit tiens il va aller en maison de retraite se faire énormément d'argent, ou est-ce que on commence déjà à imaginer un projet sportif autour de ce transfert? J'ai eu la chance justement il n'y a pas si longtemps en plus d'être en conversation avec l'historien officiel de Chelsea, puis on était revenu un petit peu sur cette période et surtout les deux périodes de Desailly et de Leboeuf. Et au niveau de Desailly, en fait il m'avait dit que justement ça permettait aussi au club d'entrer dans une nouvelle dimension, dans le sens où en fait il signe le meilleur défenseur de la Coupe du Monde avec l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde. Donc ça a permis un petit peu à apporter un petit peu d'effervescence, en tout cas à Londres. C'est sûr que oui, c'était pas le Desailly en tout cas du Milan. En plus, il ne jouait plus au milieu, mais en tout cas ouais, ça a permis en tout cas à mettre un petit peu de Chelsea, en tout cas dans les clubs qui comptent et surtout qui savent en tout cas attirer des très bons profils, que ça soit en tout cas soit prometteurs, soit des joueurs confirmés. Donc ouais, son arrivée en tout cas a permis en tout cas de remettre Chelsea en tout cas sur la carte des clubs qui peuvent attirer du monde. Ouais. Et puis les résultats sont là, Tate, entre la 3e place en Première Ligue et la demi-finale en C2 qui perdent contre Majorque. Voilà, Chelsea, c'est une belle équipe de football. Une très belle équipe de football. Enfin, c'est une belle équipe de football. Ils finissent qu'à 4 points de Manchester à l'époque, parce qu'ils ont fait 15 nuls toute l'année. Ils ont fait seulement 3 défaites comme Manchester à l'époque. Et oui, il y a moi, à titre personnel, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas compris la défaite l'élimination contre Majorque. Je me disais qu'ils allaient sortir haut la main, parce que de l'autre côté, il y avait aussi Marseille qui était en Coupe d'Europe, et il y avait aussi un gros plan sur Chelsea, comme il y avait Desailly et Leboeuf. Et à cette époque-là, j'avais pas compris comment ils avaient pu être éliminés par une équipe comme Majorque. Mais sinon, l'année est satisfaisante par rapport aux attentes. On a Zola qui est de plus en plus fort. On a Desailly qui justifie son statut. Meilleur buteur du club sur la saison, Zola. Hein. Ouais. Avec 13 buts. Desailly et 10 buts de Flo et 11 buts de Poyet. Desailly qui justifie son transfert et son salaire qui est énormissime. En tout cas, c'était peut-être pour certains pas le meilleur défenseur du monde, mais en tout cas, c'était le défenseur le mieux payé au monde, parce que son salaire était complètement hallucinant à l'époque, et c'est pour ça qu'il est venu. Et Chelsea qui va se qualifier pour la Ligue des Champions et qui rentre vraiment dans la cour des grands là, à partir de l'année d'après. Notamment parce que Vialli décide enfin à prendre sa retraite et devenir exclusivement coach pour Chelsea. Et puis vous avez Didier Deschamps qui arrive, il y a Mario Melchiot, il y a aussi Chris Sutton aussi pour 10 millions de livres. Hein. C'est Chris Sutton, c'est quelqu'un à l'époque, Geoffrey. C'est énorme. Ouais. Ah bah oui, complètement. On parle encore de l'époque, surtout la belle époque de Norwich au début des années 90, le fameux Norwich qui avait éliminé le Bayern Munich en Coupe de l'UEFA. C'était quelqu'un qui comptait vraiment dans le football anglais.
champion aussi avec Alan Shearer, avec Blackburn. Donc, donc en fait, ça permettait aussi très très bien d'avoir des profils qui comptent et des noms qui comptent pour compléter, on va dire, l'effectif, évidemment, pour apporter beaucoup plus de concurrence. Donc ouais, sur cette saison-là, Chelsea avance petit à petit et puis n'hésite pas même à mettre des raclés comme le fameux 5-0 face à Manchester United où Sutton justement marche. Poyet aussi met 2 buts, où aussi on en a un peu parlé, mais Gustavo Poyet, ça a été l'un des très très gros facteurs X de cette équipe de Chelsea. Il a été très 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 fort. Pas aussi exposé que Zola évidemment, mais il marquait énormément et puis il faisait beaucoup de bien au milieu avec Dennis Wise qui était beaucoup plus en retrait. Donc un Chelsea qui commence à avancer petit à petit et puis évidemment la Ligue des Champions qui était là pour le club. Et ça se passe comment cette Ligue des Champions, Tate, pour Chelsea? Ça se passe bien. Après, ils ont un premier tour qui est assez favorable, entre guillemets, avec Milan, le Hertha Berlin. 5-0 contre Galatasaray. 5-0 contre Galatasaray. À l'extérieur. À l'extérieur. Et t'as le Milan qui se qualifie pas en Ligue des Champions, qui se qualifie pas pour le tour d'après. Et non, il se qualifie pour la seconde phase à l'époque, parce qu'il y avait 2 phases à l'époque. Oui. Et c'est surtout la seconde phase où qui reste le poteau. Quel but. Mais déjà, premièrement, quel joueur, et puis quel but. Quel but, c'est un but exceptionnel qui marque. Et moi, à titre personnel, je découvre un fou à Chelsea. Des souvenirs que j'ai sur le canal avec les Chelsea-Marseille, c'est Dennis Wise. Oui. Complètement fêlé. Non, mais complètement fêlé, ce gars. Non, mais il était complètement fou, ce mec. Il était Je pense que le Crazy Gang de Wimbledon devait lui manquer, et puis il a décidé cette année-là, de tout lâcher aussi sur le terrain. C'était fou. C'est lui qui met le but, face à l'Olympique de Marseille à Stamford Bridge, et qui était aussi très énervé aussi de voir aussi les 2 magnifiques prestations de Stéphane Trevisan aussi dans les buts de Marseille. Mais il faut le dire aussi, mais il avait fait deux matchs énormes. Je sais que ça prête à sourire, mais oui. Ça arrive. Contrairement au championnat, ils étaient cagades dans le championnat. Exactement. Ça jouait le maintien. En plus. Notamment des mésententes avec Franck Dumas, on s'en souvient très très bien. Contre son corps là, contre Sedan, non? Oui, c'est ça. Strasbourg. Contre Strasbourg, pardon. Sur un coup franc de Teddy Bertin. Exactement, oui, c'est ça. Mais surtout ça a été magnifié, et puis on pense encore évidemment à cette saison de Ligue des Champions du côté de Chelsea, surtout par rapport à ce quart face au Barça, où les 2 rencontres ont été absolument magnifiques. André Flo. André Flo, et puis il y a eu l'extrême importance, l'un des derniers gros matchs de Luis Figo sur la scène à l'aller au retour Figo. Avec le Barça, ouais. Donc ça contribue à son Ballon d'Or à Figo. Notamment. Ah oui, complètement. Et puis aussi, il faut le dire aussi au match aller, les 3 buts en 8 minutes de Chelsea, il y a eu une très grosse intensité. Le coup franc de Zola, le coup franc. Ouais, c'est trop. Et au match retour, le but de. Vas-y. Non, je voulais juste finir en disant que au match retour aussi, le but de Torrent André Flo. On a tous cru que Chelsea allait le faire, mais Rivaldo était trop fort et Figo aussi. Complètement. Et puis en fait, on se dit, quand on regarde encore ces matchs-là, comment le Barça a fait pendant plusieurs années avec Rudespe dans les buts et avec Van Gaal. C'était. En tout cas, ce quart a été absolument magnifique à regarder. Un vrai problème de gardien au Barça à ce moment-là, clairement. Ouais. Alors, par contre, sur cette saison-là, qui finit avec un seul titre, c'est la FA Cup. Je vais juste vous faire le 11 de Chelsea qui joue la finale, et vous allez voir le nombre de joueurs incroyables. Alors, il y a De Gea au goal, Melchior Desailly, Leboeuf, Babayoro en défense, Viseux, Deschamps au milieu de terrain, Poyet, Di Matteo sur les côtés, et Zola et George Weah. C'est incroyable ce 11 quand tu y repenses, Tate. Incroyable, surtout encore, je me permets de l'insister encore, surtout en termes de salaire, c'est incroyable. Les salaires, George Weah qui arrive, il est complètement cuit quand il vient à Chelsea. Et en tout cas, en termes de nom, c'est ronflant en termes de nom. Mais après, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont sur la fin, dont le capitaine de l'équipe de France. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il y avait quand même beaucoup de joueurs, Deschamps qui était un peu sur la fin, et Weah qui était sur la fin, et Flo qui ne commence pas titulaire, qui rentre à la place de Weah. Mais ça reste une belle équipe. Alors cette folie continue du côté de Chelsea, notamment à l'été 2000.
avec notamment l'arrivée d'Hasselbank, Geoffrey. Ouais, ça a été fou. Donc déjà, ouais, par rapport à Hasselbank, bah lui, il était quand même assez triste de quitter déjà Leeds. Il voulait pas du tout quitter Leeds. Il a été obligé d'aller en Espagne une saison à l'Atlético, et puis bah il s'est retrouvé ensuite à Chelsea. Et bah ça a été un transfert quand même très 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 réussi. C'est là qu'on a vu peut-être ses meilleures années. En tant qu'attaquant, en tout cas en Première Ligue. Et je vais juste prendre un exemple qui pour moi assez symbolique de cet attaquant, plein de fougue et de prise de risque. C'est ce but absolument magnifique à Old Trafford lors du 3-3 au début de la saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette frappe en tout début de match où il la met directement à lucarne du bon vieux. Alors je sais plus si c'était Barthez ou il y avait encore Raymond van der Gove, mais ouais, non, c'était un transfert absolument réussi quand on regarde les quatre années où il est resté. Ça a clairement aussi changé Chelsea devant, et un bon compagnon pour Zola. Ouais. Alors, est arrivé aussi au club au même moment Gudjohnsen, Stanic pour 4 millions, 6 millions. Et puis, j'espère, Kroenke aussi, qui est arrivé pour 7,8 millions de livres. Alors, ça se passe pas forcément bien, Raphaël, au départ, puisque il y aura sur 6 matchs une seule victoire. Et puis, les embrouilles avec ses joueurs va coûter la place aussi à Vialli. Ouais, c'est ça. Il y a une grosse en fait, on pensait que tout ce qui s'était passé avant, on pensait que la progression allait continuer, mais on voit vraiment une stagnation. Donc, on pense en 2000, ils finissent 5e de Première Ligue, et ensuite, ils ratent encore le Big Four en 2001 et en 2002. En terminant 6e avec une défaite en Cup en 2002 notamment, et en fait il s'ensuit des difficultés financières parce que tous ces salaires mis bout à bout, etc., et les résultats sportifs qui ne suivent pas, bah forcément ça crée un creux, et on viendra par la suite en 2003 avec le but qui valait 1 milliard, on en reviendra, mais en tout cas il n'y a pas eu cette progression attendue sur le terrain, et malheureusement il y a une stagnation, et c'est dommageable parce qu'il y avait mieux à faire, surtout avec des joueurs de ce calibre. Et c'est dans ce contexte-là que Ranieri arrive au club, Tate. Après, il faut parler aussi qu'en 2000, tu as Dennis Wise, mon ami, qui perd le brassard au profit de Saï. Il y a ça aussi. Et les problèmes financiers sont dus que le fait qu'ils ne font pas Ligue des Champions, et ça plombe un peu le budget parce qu'ils avaient budgétisé sur une 3e place. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que les 3 premiers qui faisaient la Ligue des Champions en Angleterre. Et le fait qu'ils la font pas, ça fait que plus tard, comme dit Raphaël, il y aura des gros problèmes budgétaires. Alors, le travail de Ranieri... Rappelle-moi ta question, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Le travail de Ranieri va surtout se traduire par un renouvellement de génération, où on a dès la saison 2000-2001 John Terry qui joue de plus en plus. Poyet, Wiese, Leboeuf, Deschamps s'en vont. Arrive Gallas, Lampard, Zenden aussi. Geoffrey, là, on a un renouvellement de génération. On a une passation. Ouais, passation. On essaie d'un peu de voir un petit peu les gros prospects en Angleterre. Donc évidemment, Frank Lampard fait partie évidemment des meilleurs candidats à ça. On relance aussi des joueurs qui étaient en difficulté. Donc je pense évidemment surtout à Zenden et Petit, qui étaient pas quand même n'importe qui. Puis il y a la fameuse aussi arrivée de William Gallas, où en fait son but face à Manchester United avec Marseille lui a permis évidemment d'être vu, en tout cas en Angleterre, et d'être scruté. Mais oui, il y a un gros changement aussi encore cette année. C'est vrai que on change complètement, mais on va dire que les résultats, ça affecte pas au niveau des résultats, dans le sens où on voit pas un Chelsea complètement à la rue, que ça soit en Première Ligue ou ailleurs. Ça va même d'ailleurs jusqu'en finale d'ailleurs de FA Cup. Mais non, on voit un Chelsea qui continue, en tout cas ça marche en avant, mais à chaque fois il y a des renouvellements perpétuels. Alors, toujours, ils finissent quand même 6e en 2001 et en 2002. Il y a quand même un petit coup de mou à ce niveau-là, en tout cas d'un point de vue juste en termes de résultats en championnat, malgré un excellent Hasselbank, comme tu le disais tout à l'heure, sur plusieurs saisons. Et c'est dans ce contexte-là que il y a un milliardaire russe qui va commencer à regarder cette équipe, Raphaël. Et tu voulais en parler tout à l'heure. Il y a notamment ce fameux but
le but qui valait $1 milliard, $1 milliard de pounds. Ouais, parce que il faut savoir que à la saison 2002-2003, le club est vraiment proche d'une crise financière et s'il n'arrive pas à se caver pour la Ligue des Champions, c'était très très compliqué par la suite et Abramovich n'aurait jamais acquis le club en fait sans cette place en Ligue des Champions et le fameux match contre Liverpool où il y a un partout et cette frappe de Jesper Gransker glissée du gauche ras du poteau. Je me rappelle plus du gardien de Liverpool à ce moment-là, mais en tout cas, ce but. C'est Dudek. Je suis pas sûr. Ah si, c'est Dudek, ouais. C'est Dudek, il est arrivé juste après Westerveld, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Dudek. Et ça a permis à Chelsea d'accrocher cette 4e place qui, cette fois, était qualificative pour la Ligue des Champions. Et Abramovich peut arriver à investir ses millions, voire ses milliards. Et c'est pour ça que la presse britannique avait estimé ce but à $1 milliard. Parce que Chelsea aussi, quelque part, on l'a pas forcément dit, mais Geoffrey, il y a quand même une petite crise financière qui lui pendait sous le nez. Ah bah oui, complètement. Bah c'était le fameux ce fameux match d'ailleurs juste avant on va dire le coup d'envoi, il y avait Trevor Birch qui était le vice-exécutif de Chelsea à cette époque. En fait, il était arrivé dans le vestiaire des joueurs avant la rencontre pour leur dire que la victoire était absolument impérative pour éviter finalement pure et simplement la banqueroute et que finalement ça a permis finalement quand on regarde évidemment en arrière cet investissement du côté d'Abramovich qui a racheté le club pour 140 millions de livres à Ken Bates qui a siégé au conseil d'administration et qui a gardé ses fonctions de chairman jusqu'en mars 2004 et qui avait acquis le club pour 1 livre symbolique en 82. Oui, en tout cas, ouais, ça a permis l'investissement d'Abramovich parce qu'on l'appelle le but aussi à $1 milliard parce que quand on regarde après les 15 années qui ont suivi, c'est là qu'on voit que Abramovich a dépensé jusqu'à $1 milliard de livres pour faire que Chelsea déjà le premier objectif c'était d'éviter la banqueroute et surtout maintenant on voit que Chelsea a mieux fait qu'éviter la banqueroute et fait complètement partie des élites européennes maintenant. Dès l'été 2003, ça ne rigole plus entre Zola, Degout et Losso qui s'en vont, mais qui sont remplacés par Glenn Johnson, Jeremy, Wayne Bridge, Duff, Joe Cole, Veron, Mutu, Smertin, Crespo, Scott Parker et Claude Makelele. Plus de 120 millions d'euros, c'est quasiment un tremblement de terre. C'était, Raphaël, à l'époque, ce que vont être le PSG, Manchester City par la suite. C'était le PSG de notre enfance, Chelsea. C'était les nouveaux riches de notre enfance, mais clairement, Chelsea, c'est les premiers. C'était pas la première équipe à avoir surtout dans cette période de galactique du Real Madrid qui dépensait également, j'irai pas sans compter, mais avec des sommes colossales. Mais Chelsea commençait à arriver entre guillemets nulle part dans la sphère des nouveaux riches. Et comme tu l'as dit, avec Joe Cole, Damien Duff, Scott Parker, même Veron et Makelele surtout, qui a apporté Adrien Mutu aussi, tu fais bien de le mentionner. Mais là où je voulais aussi intervenir, et ça j'y tenais, c'était sur l'apport de plus de 100 millions de livres sur le recrutement, mais aussi sur la rénovation d'un centre d'entraînement, parce que le centre d'entraînement c'est Coban, c'est ça, c'est Coban, parce que faut en parler de l'ancien centre de formation, centre d'entraînement de Chelsea qui était délabré. On entendait Franck Leboeuf notamment dans le vestiaire qui en parlait, Emmanuel Petit aussi qui disait avoir mal au talon tellement le terrain était dur, et on voit les différences de panorama de 2 années à l'autre entre l'ancien et le nouveau. Ça n'a rien à voir parce que celui d'Arlington, le nom de l'ancien, était totalement délabré, et c'est là où a été intelligent Abramovich, parce que c'est bien d'avoir des structures et avoir une équipe sur le terrain et de la qualité, mais les structures vont de pair. Et je peux sortir une dernière anecdote que j'ai pas pu tout à l'heure sur Gullit, qui disait quand il est arrivé au club en 95 qu'il était totalement perdu. Déjà, le stade était totalement différent, qu'il avait l'habitude de côtoyer, etc. C'était assez lugubre, et le camp d'entraînement était basé sur une sorte d'école à Arlington, et que même on va dire que le management et l'état d'esprit du groupe n'était pas du tout professionnel. Tout le monde mangeait mal, les gens mangeaient beaucoup de frites, de burgers, etc. Et que là, non mais vraiment, il disait que la nutrition à Chelsea, c'était vraiment pas en raccord avec le reste, tout comme les structures d'entraînement, et qu'aujourd'hui, à partir de 2003, tout a changé, y compris dans les structures, et on l'a vu dans les années qui ont suivi, tous les jeunes de Chelsea qui sont sortis, les distinctions, les championnats nationaux U21 remportés, les prestations en Coupe d'Europe de jeunes. On a vu vraiment Chelsea se développer, et pas uniquement au niveau des joueurs, mais aussi sur la formation et les infrastructures.
Et surtout la rénovation, la rénovation aussi de Stamford Bridge. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Stamford Bridge entre 90 et 95. On voyait encore les tribunes, je parle derrière les buts, qui n'étaient pas du tout évidemment proches du terrain. On voyait un peu à l'ambiance sud-américaine les voitures garées derrière, etc. Et puis en fait finalement quand on regarde encore, en fait au fur et à mesure des années, on voit qu'il y a il manque un étage. L'étage justement supplémentaire est en construction, etc. Donc même Stamford Bridge est aussi en pleine rénovation pour faire évidemment rentrer Chelsea évidemment dans un club, on va dire, je vais pas dire dans un club plus digne, c'est pas ça, mais en tout cas un club qui a son un petit peu quand même. Je pensais que le mot était assez fort, mais en tout cas d'avoir évidemment un stade à sa hauteur. Après il y a encore l'histoire du nouveau stade avec Roman Abramovich qui se fait pas pour l'instant pour des raisons un petit peu beaucoup plus diplomatiques en tout cas pour lui. Mais en tout cas, oui, il y avait aussi cette rénovation de Stamford Bridge qui comptait aussi beaucoup à l'époque, ouais. En tout cas, pour être digne d'un demi-finaliste de Ligue des Champions, puisque c'est ce que va être Chelsea dès cette saison-là, Tate, toujours avec Ranieri, en finissant deuxième du championnat et demi-finaliste perdant contre Monaco. Exactement, il pose un peu les bases, Ranieri, lui qui avait fait un bon passage à Valence avec une Coupe d'Espagne, un passage un peu plus mitigé à l'Atlético, mais il avait cette réputation de bien construire ses équipes à l'époque. Et oui, il arrive en demi-finale en Ligue des Champions, mais bon, c'est à cause d'Arsenal, parce qu'Arsenal n'a pas réussi à les battre en quart de finale, où selon moi, c'est le plus gros échec de l'histoire du club, parce que tous les jours, ils doivent passer Arsenal contre Chelsea à cette époque-là. En plus, ils ne les avaient pas battus depuis 97. Et là, tu perds en quart de finale contre Chelsea. Mais bon, parenthèse refermée. Et oui, ils arrivent deuxième du championnat, demi-finale de Ligue des Champions. Et après arrive un célèbre entraîneur portugais, vainqueur de Ligue des Champions, M. Salouane. Alors, on vous renvoie forcément au podcast, puisque c'est celui qui fait suite à celui que nous sommes en train de vous proposer, le podcast de Chelsea de José Mourinho, qui va faire entrer encore plus le Chelsea dans une nouvelle ère. J'aimerais qu'on termine le podcast quand même en rendant hommage à ces joueurs qui ont fait ce Chelsea de notre enfance, en vous posant une question. Je vais commencer par toi, Raphaël. Entre tous ces joueurs que nous avons cités, que ce soit De Sailly, Zola, Denis Weiss, Poyet, Di Matteo, lequel pour toi représente le plus ce Chelsea d'avant les milliards? Le joueur à qui on a retiré son numéro 25, si tu l'as mentionné, c'est Zola. Franchement, Zola, j'ai eu la chance d'aller à Stamford Bridge, j'ai eu la chance d'avoir visité la boutique, etc. Et, Zola, c'est vraiment un monument dans ce quartier de Londres et dans ce club. Et c'était vraiment un artiste, et son passage à Chelsea est vraiment exemplaire. Donc, sans contestation possible, Gianfranco Zola. Sans contestation, Tate? Ah, sa contestation, des buts d'anthologie, des buts qui font les compiles YouTube. Le but sur corner, il met la talonnade. Oui, c'est incroyable. Moi, si je fais ça aujourd'hui, je me pète l'adducteur. Et lui, il arrive à redresser la balle. Mais si je dois retenir un but de Zola, c'est son coup franc contre le Barça. C'est son coup franc contre le Barça où, c'est Zola. Zola. Finalement, Geoffrey, on vient de faire l'histoire du Chelsea de Zola. Ouais, après c'est compliqué de dire autre chose. C'est vrai que oui, il a été nommé comme meilleur joueur de l'histoire des fans de Chelsea par les fans en 2003. Il avait été aussi membre officier de l'Empire britannique en 2004, il me semble. Nommé dans l'équipe type du siècle de Chelsea en 2005. Et oui, plus aucun joueur n'a porté le numéro 25 depuis son départ. Après, c'est vrai que c'était peut-être un peu trop facile de dire Zola, qui est absolument une évidence. Moi, j'aime bien retenir les joueurs comme pour moi, comme Denis Wise ou Gustavo Poyet, qui étaient aussi des vrais factor X dans cette équipe. Alors beaucoup plus, on va dire Poyet que Wise, parce que Wise, c'était vraiment l'âme de cette équipe au milieu de terrain. Mais c'est vrai que par exemple, un Gustavo Poyet, ce qui a amené au milieu de par ses buts et surtout de par son engagement, c'était absolument phénoménal. On retrouve un petit peu cette arme uruguayenne qui a fait aussi beaucoup de bien à cette équipe. Ouais. Alors, phénoménal comme toi, Geoffrey, dans ce podcast, puisque on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous sur ce podcast-là. Merci aussi d'avoir été avec nous sur un précédent podcast. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu. J'espère aussi qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres, parce que effectivement là on t'a invité pour les podcasts spéciaux Manchester United et football anglais, mais je sais que t'es un amoureux du football, point avant tout.
Oui, bah c'est ce qui me définit depuis gamin, et c'est pour ça que d'ailleurs que je fais ce métier, hein, c'est que je baigne là-dedans depuis à peu près l'âge 96, l'âge où j'ai commencé vraiment à aimer, enfin à comprendre, à aimer à comprendre à aimer le football surtout. Mais non, ça a été un vrai plaisir, et puis bah oui, il y a pas de souci pour un autre sujet, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, il y a aucun problème, ça a été un vrai plaisir. Et du coup, est-ce que tu veux dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais que tu fais pas mal de podcasts aussi qui sont de très bonne qualité. Je faisais un podcast sur le football anglais. Je vais en créer un autre dans pas longtemps avec God Save the Foot, donc le site auquel je contribue pour le football anglais, que ça soit l'actualité ou le côté rétro. J'en fais aussi sur Culture Football, où on revient vraiment sur du côté rétro, mais beaucoup plus ancien. Enfin, en fait, peu importe, mais en tout cas, on vient sur les légendes, sur des périodes de l'histoire, mais que ça soit dans les années 60, 70, etc. Il n'y a pas vraiment de datation, on va dire. Et puis au niveau de mes écrits, que ça soit sur Eurosport, sur SoFoot, ou même God Save the Foot en indépendant. Donc voilà où on peut me retrouver. Alors, au plaisir de te retrouver aussi auprès des libéraux. Raphaël, Tate, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci à tous merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a donné envie de vous replonger sur ce Chelsea qui était plutôt pas mal. À bientôt. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.